Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la présentation d'aujourd'hui sur comment appréhender et maîtriser le multisourcing des matériaux. Je suis Victor Arnoux de la société Granta Design et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné de Sébastien Moussard, ingénieur matériaux au sein de la Matériothèque de Lyon du groupe Alizé Plasturgie. Bonjour Sébastien. Bonjour à tout le monde, donc Sébastien Moussard effectivement de la Matériothèque et je vous présenterai plus en détail effectivement l'entité Matériothèque et Alizé Plasturgie. Merci Sébastien. Voilà, alors tout de suite je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc l'agenda d'aujourd'hui, tout simplement, on va commencer par une brève introduction à la fois que moi je vous présenterai sur ma société Granta Design et puis Sébastien pourra vous expliquer un peu les activités et l'expertise de Matériothèque de son côté. On pourra ensuite donc se pencher effectivement sur le thème de cette présentation qui sera donc effectivement sur le multisourcing matériaux, voir un peu quels sont les enjeux et les challenges autour de ces activités R&D, comment les outils de Granta et notamment CES Selector peuvent y répondre. Et Sébastien pourra en milieu de présentation vous présenter un cas concret qui a été mené par la Matériothèque de remplacement de matière. Et comme je le disais, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat puisqu'on a réservé un peu de temps en fin de présentation pour y répondre. Voilà, je vous propose tout de suite de commencer donc par l'introduction sur Granta Design. Alors Granta Design, on est une société anglaise, on est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels autour des matériaux, donc on va vraiment proposer à la fois des solutions logicielles qui s'accompagnent d'informations, de données de référence sur les matériaux, d'équipes de services qui sont là pour aider le déploiement de ces logiciels et puis de certains réseaux pour le partage de bonnes pratiques. Granta Design, nous on est issu vraiment de l'université de Cambridge, on a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années, en 1994, suite aux travaux des professeurs Mac Ashby et David Simon. On va vraiment, comme je vous le disais, travailler sur les technologies de l'information des matériaux autour principalement de logiciels et d'informations, de données de référence qu'on propose sur les matériaux. Alors aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur l'outil qu'on appelle CES Selector, qui est un outil d'aide à la prise de décision. Donc concrètement, ça va être un outil qui permet d'accéder à des bases de données de référence sur les matériaux et de pouvoir tout simplement opérer des recherches multicritères, de l'optimisation de choix matériaux pour travailler sur ces sélections, ces substitutions de matière. Donc ça aujourd'hui ce sera vraiment le point qu'on abordera, CES Selector et puis les bases de données de référence sur les matériaux. Granta propose également d'autres outils qui sont là pour la gestion d'informations matériaux de façon à permettre à certains de nos utilisateurs de pouvoir capturer leurs données propres depuis, par exemple, les données d'essais de caractérisation jusqu'aux analyses statistiques qui sont réalisées et puis faciliter ensuite le déploiement d'informations validées vers tout ce qui va être outils de CAO, outils de simulation et PLM, donc vers le bureau d'études concrètement. Donc voilà un peu par rapport à Granta Design. Nous, on est effectivement déjà une société bien établie, comme je vous le disais. On a plusieurs utilisateurs dans différents pays, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, donc vraiment présents globalement. Et on a vraiment une approche assez collaborative sur notre façon de travailler. On essaye vraiment de fédérer nos différents utilisateurs autour de consortiums internationaux, comme des consortiums sur la gestion de données matériaux, des consortiums sur les problématiques environnementales ou automobiles, ou même à des échelles un peu plus locales, des groupes d'utilisateurs qui sont là vraiment pour faciliter le partage de bonnes pratiques et puis pour permettre à nos utilisateurs aussi de faire remonter leurs besoins actuels et futurs de façon à pousser un peu le développement de nos outils. Donc voilà les quelques mots que je souhaitais dire pour vous présenter globalement Granta Design. Tout de suite, donc, je laisse la main à Sébastien qui va pouvoir vous introduire donc, les activités puis l'expertise du réseau Matériothèque. Merci Victor. Donc effectivement, Sébastien Moussard de la structure Matériothèque. Donc on est en fait une entité du syndicat professionnel qui est Alizé Plasturgie. Donc quelques mots sur Alizé Plasturgie pour bien comprendre qui nous sommes. Nous sommes effectivement basés à Lyon, donc le siège social est à Lyon. On représente à peu près 900 industriels. Donc l'objectif d'Alizé Plasturgie, c'est réellement d'accompagner nos adhérents. Donc nos adhérents sont essentiellement des transformateurs de matières plastiques. Donc à 80%, donc injection, thermoformage, rotomoulage, extrusion soufflage. Et puis on a aussi au sein du réseau d'adhérents des fabricants de matières, des fabricants de machines, moulistes, etc. Alors, on représente à peu près plus de 45% de la profession en France. Et vraiment l'objectif effectivement d'Alizé Plasturgie, c'est d'accompagner sur le développement leur développement, donc le développement des adhérents. C'est pour ça qu'on a développé au sein du syndicat professionnel plusieurs types de services.
Nous sommes à peu près 120 collaborateurs au sein du groupe, répartis en 4 pôles. Un pôle profession, donc réparti au plus proche de nos adhérents, donc effectivement sur tout l'ensemble de la zone Est. Un pôle effectivement formation. Donc à Lyon, nous avons le centre de formation de la plasturgie, où on a plus d'une trentaine de machines en injection, mono, bimatière, extrusion soufflage, rotomoulage, fabrication additive, etc., qui sont essentiellement là effectivement pour de la formation, donc formation initiale. On forme du bac professionnel jusqu'à l'école d'ingénieur. Pour la formation professionnelle, on forme à peu près plus de 4000 industriels par an, soit sur nos sites, soit directement sur leur site de production. Ces outils de production sont aussi là pour les industriels qui souhaitent faire des essais spécifiques sur des tests matières, sur des tests outillage. On a un gros pôle conseil, donc un conseil effectivement dédié à nos adhérents sur des problématiques juridiques. C'est effectivement le cœur de compétences d'un syndicat professionnel, l'aspect juridique. On a aussi développé au fur et à mesure des années un service intelligence économique qui accompagne aussi sur de la veille, et la veille personnalisée, la veille stratégique. Et on a développé des outils comme SIMS et Diplast que vous voyez effectivement sur le pôle conseil, sur la partie RH. Et puis évidemment la Matériauthèque qui a été développée il y a 10 ans pour accompagner nos adhérents sur des problématiques techniques, sur des choix matériaux, des choix process. Et puis un dernier pôle, un pôle technologie et marché, puisqu'Alizé Plasturgie est aussi le siège d'associations telles que l'Association francophone du rotomoulage ou Réseau PE. Donc effectivement la Matériauthèque, comme je l'ai commencé à le dire, elle a été développée il y a 10 ans. On a effectivement analysé le besoin de nos adhérents. On s'aperçoit qu'effectivement nos adhérents étant plasturgistes se sont spécialisés sur quelques secteurs d'activité et on sont spécialisés aussi sur quelques matières. Donc c'est pour ça que ils ont besoin effectivement d'avoir une vision plus globale des matières du fait de leur spécificité. Donc effectivement l'objectif c'est d'apporter aux industriels, qu'ils soient d'ailleurs adhérents ou pas, puisqu'on n'est pas seulement fermé à nos adhérents, mais vraiment à tout industriel qui souhaite innover en plasturgie et qui recherche des solutions matière process. Donc le principe des Matériauthèques, c'est qu'on a développé effectivement ce réseau à d'autres structures autres que celle d'Alizé Plasturgie. On est rattaché effectivement à d'autres entités, donc sur Paris, au sein du centre de formation, au sein de l'école des mines à Alès, donc il y a un laboratoire dédié sur les nanomatériaux et les biomatériaux. Une Matériauthèque en Italie au sein de Proplast, qui est un centre technique dédié à la plasturgie sur la zone nord Italie. Oyonnax au sein du PEP, donc actuellement le centre technique plasturgie et composite, qui s'est mis en place depuis début 2016. Une Matériauthèque à la Cité du Design à Saint-Étienne et enfin une dernière Matériauthèque qu'on vient de créer tout récemment avec le cluster EcoPlus, qui est un cluster d'industriels plasturgistes en Autriche. Donc l'objectif global des Matériauthèques, d'une part, c'est d'informer, c'est-à-dire d'avoir un lieu. Donc chaque Matériauthèque est constituée d'un showroom où on retrouve un échantillon qu'on appelle le GEM, que vous voyez sur la droite. Et la particularité, c'est qu'on produit nous-mêmes nos échantillons. Donc comme je vous le disais, on a un centre de formation, donc on a des îlots de production dédiés à ces fabrications. Et depuis 10 ans, on a à peu près développé plus de 800 références sur des axes d'innovation. Qui sont effectivement la performance, l'allègement, la substitution de métal avec des matières par exemple hautement densifiées, des matières conductrices, thermiques, électriques. Sur des axes d'innovation aussi, la plastronique, c'est un axe qu'on souhaite privilégier en ce moment, notamment avec des démonstrateurs plastroniques, donc qui associent l'électronique et la plasturgie. Sur des thématiques effectivement telles que la souplesse, la transparence, les écomatériaux, et puis sur d'autres procédés, pas seulement l'injection, mais aussi sur des technologies de thermoformage, rotomoulage, fabrication additive, on est équipé effectivement d'imprimantes 3D et second process et décoration, type peinture, vernis, etc. Le deuxième objectif de la Matériauthèque, c'est d'accompagner nos adhérents, mais également les industriels qui souhaitent être orientés. Donc notre principal rôle, c'est d'être un outil de mise en relation entre nos adhérents, entre les personnes qui viennent nous voir, et puis notre réseau, que ce soit d'adhérents, de fournisseurs. Donc on s'appuie effectivement aussi de nos compétences internes via le centre de formation, via nos experts en interne, process, matière. Donc on est capable d'accompagner sur des problématiques matériaux, sur des thématiques process, second process, sur des choix de matériaux. Donc effectivement CES est un appui à ces recherches, sur des développements de produits, sur des recherches de fournisseurs, ou lorsqu'un adhérent ou un donneur d'ordre recherche un transformateur, quelqu'un qui recherche à faire
à produire 50 000 pièces en injection. On est capable d'orienter vers notre réseau d'adhérents. Tout ce qui est fabrication additive, c'était un sujet important que nous souhaitons développer avec des experts en interne qui peuvent être en mesure d'accompagner nos adhérents sur des choix. Comme je vous le disais, ayant des équipements en interne, on peut louer nos îlots de production, on peut faire des essais des essais de matière sur nos presses, expertise défaillance et puis de la veille personnalisée effectivement spécifique sur des thématiques matériaux ou process que l'on fait en coopération avec nos services internes d'échange économique. Troisième objectif des Matériauthèques, c'est de valoriser. Donc tous les échantillons, effectivement tous les matériaux tous les démonstrateurs que l'on a fabriqués en interne sont le fruit de coopération avec des industriels. Donc effectivement essentiellement des fabricants de matière, des copounders. Donc là vous voyez un petit peu un tour d'horizon des partenaires. Donc c'était des copounders comme Adiplast, AD Majoris, groupe RTP, groupe Polyone, donc qui sont des formulateurs sur mesure. Des spécialistes aussi process. On va plus en plus avoir des partenariats avec des spécialistes comme Rocktool sur tout ce qui est technologie d'outillage par induction pour les techniques chaud-froid, l'amélioration de la surface. Des sociétés spécialisées dans la décoration comme Celios, qui est spécialisé dans les peintures et vernis, ou tout ce qui est problématique de collage, adhésion comme Axon, le groupe Tesa. Des fabricants de mélange-mètres comme Tréfer, comme Clariant, comme Polyone également, et puis des spécialistes process comme Vercor qui est spécialisé dans le thermoformage. Donc là on met plus en valeur la partie thermoformage. Voilà un petit peu un tour d'horizon des partenaires. Et donc comme je vous le disais, l'objectif est tout le temps de valoriser. On organise effectivement des journées techniques, donc des journées ce qu'on appelle les MADES, qui sont des journées qu'on organise pour nos partenaires, des newsletters qu'on diffuse. On a un nouveau site internet, donc vous verrez à la fin du webinaire le lien vers le site matériauthèque.org qui référence tous les échantillons de notre matériauthèque physique, donc d'avoir une matériauthèque virtuelle. Et puis effectivement via la production d'échantillons de gemmes. Voilà, je laisse la main à Victor qui va vous présenter mon cas d'étude. Merci Sébastien pour cette introduction sur les activités de Matériauthèque et des plasturgies. Alors, tout de suite, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, dans le thème d'aujourd'hui, donc le multi-sourcing. Donc, je vais commencer tout simplement par souligner un peu quels sont les enjeux et les challenges qui s'inscrivent autour de ces activités-là, et puis on laissera ensuite la main à Sébastien qui pourra nous présenter un cas qui a été suivi et puis mis en place par Matériauthèque. Donc vraiment ici l'idée ça va être de se pencher sur pourquoi tout simplement s'intéresser à ces problématiques de multi-sourcing, quels sont les challenges, les implications qui y sont reliées, quelles informations vous seront nécessaires à vous pour traiter ces sujets-là, et on pourra illustrer tout ça avec une étude de cas qui sera effectuée par Sébastien Moussard. Alors quels sont les enjeux pour le multi-sourcing ? Tout simplement, l'industrie à l'heure actuelle doit répondre à des nouvelles exigences de plus en plus pointues, que ce soit en termes d'objectifs de conception, par exemple quand on va travailler autour de l'allègement de produits, quand on va travailler autour de la réduction des coûts, des prix matières, quand on va travailler sur l'intégration de nouvelles législations, ça va demander éventuellement d'aller rechercher des matières de remplacement, des matières de substitution, donc d'aller démarcher d'autres fournisseurs. Sur la chaîne logistique elle-même, les entreprises maintenant se globalisent, travaillent dans plusieurs pays, ont besoin de savoir si les matériaux sont compatibles, sont bons d'un pays à l'autre, peuvent être fournis d'un pays à l'autre, et ont besoin de s'assurer que vous êtes livré effectivement en continu, sans interruption sur votre chaîne de production. Donc éventuellement faire du dual, du multi-sourcing peut aider à répondre à l'ensemble de ces différentes problématiques, et c'est des enjeux de plus en plus importants pour vos sociétés. Alors, quelles sont les implications de ces travaux de multi-sourcing ? Il y a effectivement des coûts directs qui vont être liés à ces travaux-là, qui vont être tout simplement les coûts matières de votre approvisionnement, les coûts de fabrication, et puis forcément le temps qui vous permettent d'accéder à de nouveaux marchés. Il y a forcément aussi des coûts indirects qui sont liés à ces travaux-là. Donc, ça va permettre de véhiculer une certaine image en termes de R&D de votre société. Ça va vous permettre, si vous maîtrisez bien ces concepts de multi-sourcing, de pouvoir optimiser vos temps de réaction, vos temps de mise sur le marché, et de gérer en plus tout ce qui va être coût de maintenance, éviter tous les retours produits, et encore une fois, comme on l'a vu, travailler sur l'impact sur votre image de marque pour satisfaire vos clients.
Les challenges qui sont liés au multisourcing, quels sont-ils? Eh ben, voilà. Généralement, il faut être réactif. Quand vous avez par exemple un producteur de matière qui vous dit voilà, je suis plus en mesure de livrer telle nuance, il va falloir travailler dans l'urgence et être réactif. Donc ça, c'est effectivement un premier challenge, cette contrainte de temps. La deuxième contrainte, ça va être de savoir où trouver les informations nécessaires sur les matériaux pour pouvoir en faire des comparaisons et trouver des équivalences, des remplacements, et où s'assurer de bénéficier d'informations de qualité. Quels sont les critères à prendre en compte sur vos remplacements? Et enfin, comment justifier vos choix, vos substitutions auprès de votre hiérarchie pour assurer et garantir un minimum de risque lors de ces changements. Donc toutes ces thématiques sont vraiment des problèmes que rencontrent beaucoup d'experts matériaux au quotidien dans leurs travaux de multisourcing, et c'est vraiment pour ça aussi qu'on a mis en place l'outil CES Selector pour répondre à ces thématiques-là. Donc, CES Selector, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un logiciel qui va contenir différentes données de référence disponibles dans le logiciel, qui sont des données sur les matériaux et qui sont des données effectivement complètes, documentées sur les matériaux. L'outil permet effectivement d'accéder à ces informations via des outils, des modules de recherche, multicritères, recherche textuelle, des fonctionnalités qui vous permettent de faire de la comparaison ou de l'optimisation du choix matériaux en fonction de critères, de contraintes et d'objectifs de conception. Donc tout ça peut être organisé autour d'une méthode de sélection de matériaux, une méthode rationnelle que Granta propose. Les bénéfices qu'on souhaite vous apporter, c'est vraiment d'améliorer la confiance que vous pouvez mettre dans vos choix matériaux, dans vos substitutions, dans les remplacements matériaux, de pouvoir avoir les outils et les atouts qui vous permettent de justifier vos choix matériaux, de réduire aussi forcément les temps de réaction, et afin de maîtriser vraiment tout cet aspect de multisourcing et d'éviter toute itération de conception. Donc voilà un peu globalement ce que CES souhaite apporter pour répondre à ces problématiques-là. Alors comment ça va s'organiser, comment ces informations sont structurées sur les matériaux autour de CES Selector? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans CES, vraiment, le cœur du logiciel va être vraiment une base, combinaison de bases d'ailleurs, Process Universe et Material Universe, qui est vraiment une base de données qui est développée par les experts matériaux de Granta. Alors qu'est-ce que contient cette base de données, Material Universe? Il s'agit vraiment d'une base complète documentée sur l'ensemble des différentes familles de matériaux. Donc on va retrouver à la fois, donc on a à peu près un peu moins de 4000 fiches de matière qui vont référencer à la fois des alliages ferreux, non ferreux, des polymères, plastiques, des composites, mais également des matériaux, par exemple tels que les verres, les céramiques également. Donc on a vraiment une couverture assez large. Et on cherche vraiment ici à dispenser ce qu'on appelle, nous, des données complètes et comparables. On ne va pas vraiment se limiter seulement à des données mécaniques, par exemple, sur les matériaux. On va retrouver vraiment à la fois des données mécaniques, mais également des propriétés thermiques, des propriétés électriques, des propriétés de durabilité, des informations environnementales sur les différents matériaux, et également des indices de prix qui vous permettent de traiter ces considérations économiques. Donc ça, c'est vraiment le centre, le cœur de CES Selector. Il s'agit ici vraiment d'informations assez génériques sur les matières, où on va pouvoir ensuite, une fois que vous avez fait vos recherches multicritères et puis vos sélections de matériaux dans Material Universe, on va pouvoir s'orienter ensuite vers des données spécialisées, qui peuvent être des données dédiées aux polymères avec Campus, avec Prospector, qui sont vraiment des recueils de datasheets issus de fournisseurs industriels de polymères. On pourra faire des travaux similaires avec des bases dédiées aux métaux, avec MI21, Staldat ou SteelSpec, ou encore des informations plus de conception sur tout ce qui va être alliage et composite, avec ces trois bases-là, Firehall Composite, CMH17, MMPD 07. Alors aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à Material Universe et puis donc à tout ce qui va être aspect polymère, donc les bases Campus et Prospector. Avant de laisser la main à Sébastien pour qu'il puisse vous illustrer un peu le genre de cas d'études que vous pourriez traiter via CES et en vous appuyant aussi sur l'expertise du réseau Matériotech et de Alizé Plasturgie, moi je voulais simplement vous illustrer un peu comment dans CES vous pouvez trouver comparer l'information, faire une petite démonstration avant de laisser la main à Sébastien. Donc, plusieurs façons pour exploiter les données dans CES Selector. Vous avez
Des menus d'arborescence qui vous permettent tout simplement, en fonction de la table de données dans laquelle vous vous trouvez, de pouvoir tout simplement descendre dans la classification et puis ouvrir une fiche de données. Vous avez des menus qui vous permettent de faire de la recherche textuelle pour trouver des références en particulier. Des menus qui vous permettent de faire des recherches multicritères, donc par exemple en prenant en compte un certain module de Young, une certaine densité, etc. Et la mise en place et la gestion des indices de performance, donc pour prendre en compte l'influence d'une application sur le choix matière. Et enfin, des outils qui vous permettent rapidement de trouver des similitudes et des substituts à vos matériaux en fonction des contraintes et des critères qui vous intéressent. Les résultats peuvent être donnés sous forme graphique pour comparer les matériaux en fonction de différentes propriétés ou combinaisons de propriétés, donc ce qu'on appelle nous les graphiques HB, ou sous forme de table de comparaison de façon à identifier les différences qui s'opèrent entre différentes nuances de matière. Voilà un peu les différents outils. Donc tout de suite, je vous propose tout simplement d'ouvrir le logiciel et de vous montrer un peu comment tout ça s'organise avant de laisser la main à Sébastien. Donc pendant que le logiciel s'ouvre, je rappelle que si vous avez des questions ou des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous les soumettre via le messagerie instantané, via le chat, mais vraiment soumettez-les à Granta Host. Donc ce sont nos collègues à Cambridge qui sont là pour vous aider. Nous, comme on est en train d'intervenir, ça va être difficile malheureusement de vous aider sur ces problèmes. Alors, pour y revenir, donc ici on a pu ouvrir CVS Selector, donc je peux effectivement aller me situer dans une base de données en particulier qui va recenser donc à la fois effectivement la base centrale matériel process universe, et on va pouvoir retrouver effectivement des bases complémentaires et dédiées aux polymères avec Prospector et Campus. Alors dans cette étude de cas ici, on va vraiment se mettre dans la peau, vraiment dans le cadre d'un travail qu'on aurait pu demander par exemple à un expert matériaux sur un équipementier 1 automobile par exemple, qui travaille sur un tableau de bord où on va lui demander par exemple de trouver rapidement un substitut, puisque par exemple le problème pourrait être que le fournisseur n'est plus en mesure de livrer la matière ciblée. Donc la première chose, ça pourrait être il y a deux méthodes, on va dire, vraiment à adopter là-dessus, et je vais essayer de les détailler. La première méthode, ce sera vraiment d'identifier le grade utilisé et puis de tout simplement trouver un nouveau producteur rapidement. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième méthode, c'est de se dire, si on a un peu plus de temps, un peu plus de réactivité, si on a quelques stocks, de pouvoir éventuellement faire une analyse un peu plus complète pour non seulement pas simplement faire de la substitution, mais trouver des matériaux qui sont plus performants également. Donc, première étude de cas, se dire, voilà, j'ai la référence qui m'a été fournie sur le plastique qui est utilisé, je vais pouvoir effectivement faire une recherche textuelle, et rapidement, l'outil ici, CVS, m'a dit, voilà, on a des références dans Prospector où on voit qu'on a un grade, effectivement, d'ABS qui est fourni par Sabic, avec donc les différentes, encore une fois, la fiche de données du producteur Sabic, où on va retrouver des informations générales sur la nuance recherchée, des propriétés physiques avec la densité, différentes propriétés mécaniques. Donc on retrouve vraiment toute la fiche de données, toute la datasheet avec les résistances à l'impact, les propriétés thermiques, électriques, qui va être considération sur l'injection. Et je peux éventuellement aller chercher des informations complémentaires sur cette donnée-là. Donc ici, très rapidement, j'ai pu identifier effectivement la matière que j'utilise. Et très rapidement, avec l'outil Find Similar, en fait, je vais pouvoir soit paramétrer un modèle de similitude en disant je vais prendre en compte tel ou tel critère, soit m'appuyer sur des modèles qui sont définis par défaut par Granta. Ici, je fais tourner effectivement ce modèle pour aller chercher des matières similaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la base Prospector, on a à peu près 90 000 fiches de données, donc il faut le temps un peu de faire tourner la moulinette pour que CES ait le temps vraiment de comparer l'ensemble des différentes données présentes dans la base ici. L'idée sera vraiment de nous sortir un tableau qui va nous lister les différentes matières dans Prospector avec un niveau de similitude en fonction des critères de similitude qu'on a pu paramétrer. Donc ici j'ai pris le modèle par défaut.
on aurait pu le personnaliser un petit peu. Alors effectivement, encore une fois, ça prend un petit peu de temps à réagir, vu la quantité de données présentes dans Prospector. Voilà, donc on a le tableau qui s'affiche ici, tranquillement, où je peux retrouver donc effectivement ma matière de départ ici. On peut voir qu'on a par exemple d'autres grades de SABIC qui sont vraiment identiques ici. SABIC étant a priori plus en mesure de livrer, on va aller chercher vraiment d'autres fournisseurs. Donc par exemple ici Samsung qui a 96% de similitude. Et puis on peut aller chercher par exemple un autre fournisseur, Trinseo, qui nous permet de voir un peu tout ça. Désolé, j'ai un petit problème d'affichage. Voilà. Et vous pouvez rapidement dresser un tableau de comparaison qui vous permet vraiment d'identifier les différences qui s'opèrent entre ma nuance de base qui a été fournie par SABIC et puis deux fournisseurs potentiels que j'ai pu identifier ici, où on retrouve effectivement, comme vous pouvez le voir, des similitudes assez conséquentes, puisque ici on va surligner les changements à hauteur de 10%. On voit que sur les propriétés physiques, la densité, on n'a pas de changement majeur qui s'opère. Sur les propriétés mécaniques, a priori, on a l'air d'être assez bon aussi, à part sur certains critères par rapport au grade fourni par Trinseo. Et donc vous pouvez rapidement faire un premier screening et chercher très très vite des substituts. Si vous avez des critères en particulier sur les matières que vous recherchez, vous pouvez toujours utiliser cette base-là de comparaison et refaire vraiment par-dessus un projet de sélection, c'est-à-dire qu'on va rajouter des contraintes sur notre étude. Donc ici, on a vraiment juste fait un pourcentage de similitude. On va pouvoir ajouter, par exemple, certains critères qu'on a pu se mettre en place avec l'outil de limite ici et la recherche multicritère, où je vais pouvoir, par exemple, demander à l'outil, dire voilà, moi je veux effectivement, je travaille sur une usine, par exemple, qui va se situer, par exemple, en Amérique du Nord, donc je veux que cette matière soit disponible là-bas. Je veux, par exemple, peut-être rajouter une contrainte sur mon allongement à la rupture. Donc, ici, on va être sur Sensing Elongation Break ISO 527. Voilà, où on va pouvoir rentrer, par exemple, qu'on veut au moins 100% d'allongement. Et enfin, par exemple, on peut rajouter des propriétés éventuellement thermiques et vraiment utiliser l'ensemble des différentes propriétés qui sont listées dans la table de données. Donc, par exemple, ici, si je rajoute une contrainte thermique à cet endroit-là, je peux tout simplement mettre ma valeur minimale, ma valeur seuil, et appliquer ici. Donc, vous voyez que, par exemple, si on applique ces trois contraintes, très rapidement, et encore une fois, ça prend un petit peu de temps puisqu'il y a vraiment beaucoup de fiches matière, on va voir que on a différents résultats qui ont disparu, et maintenant le grade Amphenol ici ne répond plus à notre étude. Donc on va vraiment pouvoir cibler et se positionner sur une matière en particulier en ayant affiné avec les différents critères. Donc voilà un peu comment faire sur la première la première approche, qui va être de se dire voilà, je cherche vraiment à chercher un substitut avec un fournisseur en particulier. La deuxième approche, c'est de se dire, voilà, de prendre une approche un peu plus générique, où on va dire, voilà, on va vraiment retourner sur notre ABS PC de façon un peu plus générique, et aller s'orienter sur Material Universe, donc la base centrale proposée par Granta, et se dire, voilà, on va travailler sur cette fiche-là de matière, donc proposée par Granta, où là, je vais être en mesure d'utiliser des propriétés un peu plus globales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir considérer à la fois le prix, effectivement les propriétés physiques, mécaniques, mais également d'autres considérations telles que, par exemple, la durabilité de mon matériau dans certains environnements, la résistance de mon polymère à certains environnements chimiques, comme vous pouvez le voir ici, sa processabilité, etc. Donc ici, je vais vraiment mener l'étude non pas dans Prospector, qui va lister les fournisseurs, mais dans Material Universe, en partant de cette référence ici d'ABS PC moulé par injection. Donc je vais paramétrer cette fiche comme étant ma référence, et je vais pouvoir aller ici faire un projet de substitution en me disant je cherche vraiment ici des plastiques avec ma référence qui est cette ABS qu'on a pu identifier. La première chose, c'est de se dire voilà, on va vouloir mettre une condition sur la processabilité. Je veux que mon plastique puisse être moulé par injection, donc je vais aller tout simplement mettre une contrainte sur
sur cette partie-là en disant voilà, je veux pouvoir faire un moulage par injection. Et je vois que mes résultats sont filtrés ici à hauteur de 552 sur 692 qui sont moulables par injection dans ce sous-ensemble. Une deuxième interrogation peut être celle des limites. On a vu tout à l'heure qu'on avait plusieurs contraintes à respecter, qui peuvent être effectivement, encore une fois, on a vu différentes contraintes mécaniques sur l'allongement et la rupture. Donc on a par exemple ici une contrainte seuil à 110%. On peut par exemple prendre en compte aussi tout ce qui va être résistance à l'impact. On va prendre par exemple ici des valeurs en s'appuyant sur notre référence. Vous voyez que la référence est citée ici à 24.4. Donc on veut au moins quelque chose d'aussi performant. Je peux également aller m'appuyer sur les propriétés thermiques pour éviter toute déflexion ici. On va pareil installer une valeur seuil et puis se dire que effectivement on a des températures de service à respecter également partant de grand froid. Donc là de la même façon je peux appliquer cette contrainte et filtrer encore mes résultats où j'ai vingtaine de résultats sur 692. Là, mon raisonnement, ça va être de se dire, à partir de là, j'ai mes matériaux qui sont viables, je vais chercher vraiment à faire de l'optimisation. Donc, je vais utiliser les graphiques. Dans ces graphiques-là, je peux aller chercher une propriété en particulier contre une autre. Je peux, avec le menu avancé ici, faire des combinaisons de propriétés. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'utiliser ce que nous on appelle des indices de performance préenregistrés qui permettent de juger et d'optimiser vos objectifs en fonction des cas de charge sur lesquels vous travaillez. Donc ici, on a un panneau en flexion, limité par la rigidité et pour lequel on va chercher à travailler à la fois sur de l'allègement d'un côté et sur l'autre axe, on va vouloir considérer le même modèle mais chercher à regarder qu'est-ce qu'il en est du facteur coût. Donc vous voyez que les indices ici se mettent à jour et que vous pouvez tracer très rapidement ce graphique-là qui vous permet de considérer à la fois les indices de masse en maintenant votre performance de rigidité et puis les indices de coût en maintenant votre indice de rigidité. Alors ici sur ce graphique, chaque bulle est un matériau. On en a plusieurs qui sont grisés, c'est ceux qui n'ont concrètement pas passé vos premières étapes de conception. Et on peut rapidement aller chercher notre ABS initial ici. Donc chose sur laquelle je peux m'apercevoir ici, c'est que effectivement l'ABS a l'air quand même assez optimal en termes de masse par unité de rigidité. Je ne vais pas faire beaucoup mieux, mais par contre, j'ai un grade équivalent, ou en tout cas un substitut, puisqu'ici on va travailler sur une nuance différente, justement, enfin un grade différent, un polypropylène ici, qui me permet de maintenir ce niveau de masse à peu près équivalent tout en baissant mes coûts. Donc très rapidement, je peux identifier ça, ouvrir la fiche de données dans Material Universe et puis aller en bas de cette fiche-là, aller chercher les équivalents, soit dans Campus, soit dans Prospector, pour me permettre d'identifier un fournisseur en particulier. Donc là, si je retourne dans Prospector, je peux rapidement aller chercher, encore une fois, un fournisseur en particulier. Donc là, si on prend par exemple celui-ci, on peut retrouver donc les datasheets qui sont et puis les références qui sont équivalentes. Où là, je peux voir que par exemple cette nuance peut être rendue disponible, que ce soit en Europe, en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Voilà un peu ce que je souhaitais vous montrer. Donc encore une fois, avec ces deux approches, soit en partant directement dans les bases spécialisées sur les polymères, telles que Prospector ou Campus, soit en ayant une approche un peu plus générique à partir de Material Universe pour vraiment faire de l'optimisation et trouver pas forcément juste des équivalents, mais vraiment des substituts. Donc voilà, ça conclut un peu la démonstration que je souhaitais vous présenter sur CES Selector. Je vais pouvoir tout de suite rendre la main à Sébastien, qui va vous présenter vraiment un cas d'étude concret qui a été mené via la Matériotech pour un de leurs clients. Donc, Sébastien, c'est à vous. Merci Victor. Donc effectivement, l'objectif c'est de vous présenter un cas concret de remplacement de matière. Fait effectivement pour un industriel qui est dans le secteur effectivement électrique. Donc c'était pour une pièce de réseau électrique qui était en polycarbonate de 40% fibre de verre. Et il cherchait effectivement à identifier d'autres fournisseurs, puisqu'ils étaient sur une solution monofournisseur et donc ils souhaitaient un peu étendre son réseau. Le polycarbonate, ce grade-là effectivement était plutôt difficile à transformer, lié à une fluidité, à un indice de fluidité faible. Donc là effectivement essayer d'identifier un matériau alternatif qui soit plus fluide.
Également aussi une contrainte au feu qui était surévaluée, donc selon la norme UL 94V0 qui n'était pas nécessaire, donc de voir effectivement aussi des substituts à cette matière-là. Et puis des coûts matières importants qui étaient aussi dans le critère du cahier des charges. Donc effectivement avec ces objectifs principaux qui étaient effectivement de réduire le coût matière et d'étendre effectivement les sources d'approvisionnement. Donc effectivement, la première étape que l'on a mis en place avec l'industriel, c'est de réaliser un cahier des charges sur sa problématique de remplacement. Donc il s'agissait effectivement d'un grade polycarbonate, 40% fibre de verre de chez Sabic. Et avec lui, on a défini les différentes contraintes de son cahier des charges. Sur la partie physique, l'une de ces contraintes aussi, c'était d'avoir un grade qui ait une reprise d'humidité faible, donc qui soit proche, voire inférieur au polycarbonate. Donc un indice de fluidité supérieur pour favoriser effectivement l'injection et envisager des réductions de temps de cycle et donc des coûts de production. Conserver une densité qui était effectivement similaire pour pas alourdir ses pièces. Sa contrainte mécanique, c'était de pouvoir aussi, comme c'était un produit qui ne doit pas être... il souhaitait conserver effectivement les propriétés mécaniques pour ne pas modifier le comportement de sa pièce lors de son utilisation finale. Des contraintes thermiques, donc entre moins 25 et plus 50 degrés. Donc effectivement les contraintes feu où il y a cette contrainte à retirer du cahier des charges au niveau UL 94. Et puis ces contraintes au niveau colorabilité, disponibilité effectivement de la matière en France, puisqu'effectivement le site de production était en France, avec un coût effectivement de matière inférieur au polycarbonate de chez Lexan et sur des volumes effectivement de 70 tonnes. Donc l'étape numéro 2, après effectivement l'établissement du cahier des charges, c'est d'identifier des matières de remplacement. Donc on a fait cette recherche en deux phases. Donc une première phase où on a essayé d'identifier des grades équivalents sur une même base, donc polycarbonate, donc sans se soucier effectivement des contraintes d'autres matériaux. Et puis dans une deuxième phase, une recherche de matières alternatives au polycarbonate. Donc tout ceci grâce effectivement à l'outil CES Selector. Donc comme vous l'a présenté un peu Victor, donc effectivement donc la première étape a été effectivement d'identifier des grades polycarbonate de chez Lexan, des grades alternatifs chez d'autres fournisseurs. Donc on a utilisé l'outil CES donc qui est Find Similar, où on peut effectivement paramétrer différents critères. Donc on voulait effectivement un matériau qui est un polycarbonate, donc on a gardé le nom générique qui soit similaire, le quantité de fibres assez similaire, leur contrainte effectivement mécanique qui devait être aussi identique, et puis effectivement aussi tous les critères que l'on a évalués, la contrainte thermique, également la contrainte feu qui n'était pas nécessaire. Ce qui nous a permis effectivement d'identifier différents grades. Donc là on peut voir différentes sociétés, donc des grades de chez Mitsubishi, de chez Epic, de chez Bayer Material Science, de chez Sabic sur d'autres spécifiques, ou de chez Thermoplast. Donc effectivement ce qui nous permet déjà d'étendre le réseau d'approvisionnement et de pouvoir faire effectivement cette comparaison grâce à l'outil CES, et ainsi comparer les différentes propriétés par rapport au polycarbonate de chez Lexan, et ainsi comparer les propriétés mécaniques, thermiques du grade en question. La deuxième phase effectivement de ce projet, c'était d'identifier des matières de remplacement, des matières alternatives au polycarbonate, donc sortir effectivement de cette contrainte matière et d'aller sur d'autres matériaux. Donc on est parti de la base de données Material Universe, donc qui permet effectivement de présélectionner les grandes familles de matières. Donc là on a utilisé effectivement, comme l'a présenté Victor, on a filtré en fonction de nos contraintes. Donc on est parti effectivement sur des familles de matières plastiques, des solutions effectivement des taux de fibre autour de 30%, effectivement en conservant effectivement cette fibre de verre qui apporte cette rigidité. Le module de Young effectivement était un critère important du cahier des charges, donc on a évalué une valeur minimale et une valeur maximale, ce qui a permis ensuite d'établir un graphique de comparaison. Donc là, nous, on a souhaité comparer, puisque c'était aussi un critère important pour l'industriel, d'avoir le taux d'absorption en ordonnée par rapport au coût matière. Donc on retrouve ici
le polycarbonate 30%, donc qui se rapproche le plus possible du grade de chez Sabic. Et on peut voir donc que les matières qui semblent avoir un taux d'absorption similaire voire inférieur et un coût matière raisonnable, on va effectivement être sur des matières type PBT, des matières type blend PPE, PS, également des alliages. On voit effectivement ici des polycarbonates PBT, des matières, alors du coup PPS, des polyesters et des polystyrènes syndiotactiques, mais qui ont effectivement là, on peut voir un coût matière qui reste important. Donc cet outil Material Universe nous a vraiment permis de entre guillemets, de dégrossir le travail et de pouvoir cibler certaines matières. Donc ensuite, nous avons réutilisé l'outil Fine Similar, donc par rapport au grade de chez Lexan, donc le 3414. Nous avons modifié évidemment nos critères de substitution. Donc on a enlevé notre contrainte matière identique. Donc on voulait dans ce cas-là identifier des matériaux alternatifs. Des MFI, des MFR donc supérieurs. Donc là on a intégré ici, au lieu d'avoir une valeur identique, on a pu avoir quelque chose de similaire voire supérieur. Les contraintes mécaniques qui devaient être toujours effectivement proches du polycarbonate. Si on descend dans l'outil, on peut voir aussi qu'on peut modifier la résistance à l'impact et donc voir les propriétés identiques. Et puis aussi, comme je vous le disais en préambule, la partie inifugation qui était un critère important. Donc ce qui nous a permis, grâce à CVS, de pouvoir identifier des grades alternatifs au Lexan. Donc on a pu identifier des grades effectivement chez Celanese, des Valox de chez Sabic. Et puis, ce qu'on voit pas ici, effectivement, et ce qu'on va voir juste après, sur des autres grades matériaux. Donc, on peut retrouver des PBT alors de chez Lanxess, des grades PPE-PS, on ne voit pas ici, mais des PPS de chez Sabic, des alliages aussi qu'on retrouve PBT-PET, des alliages PC-PBT, donc ce qui corrèle aussi par rapport aux bases de données Material Universe. La troisième étape est effectivement la valeur ajoutée effectivement du réseau Matériotech, c'est d'identifier les contacts des fournisseurs. Effectivement, faire le lien entre l'objectif étant effectivement de faire le lien entre les grades que l'on a identifiés au sein de CVS et puis le fournisseur, en se posant effectivement les questions, est-ce qu'effectivement les grades disponibles, les grades proposés par CVS sont effectivement disponibles en Europe? Quel est l'interlocuteur effectivement privilégié? Est-ce que c'est le fournisseur en direct? Est-ce que c'est le distributeur France qui va prendre en charge de la commande? Et puis effectivement, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, on a identifié des grades de chez certains fournisseurs, par exemple des copounders, je peux citer RTP, Polyone, AD-Majoriste, etc. Et qui peuvent aussi avoir des grades qui peuvent être conçus sur mesure pour l'adhérent, donc qui ne sont quelquefois pas présents dans les bases de données type prospecteur ou campus. Et souvent les compounders peuvent formuler, ils ont plusieurs milliers de grades, plus de 4000 grades dans leur portefeuille matière, et souvent ne le référencent pas entièrement dans les bases de données de type prospecteur. Donc c'est aussi cette valeur ajoutée d'avoir nous, au sein du réseau Matériotech, un réseau de fournisseurs, de copounders, d'adhérents qui soient en mesure de répondre aux besoins et de formuler, si nécessaire, un grade spécifique pour notre adhérent. Et puis évidemment, on s'appuie de nos bases de données d'échantillons, puisque je vous le disais en introduction, on s'est conçu au fur et à mesure des années plus de 800 références matières sous forme de démonstrateurs, ce qui nous permet aussi d'avoir une traçabilité au niveau des performances techniques, mais également au niveau du process et de la transformation. Si on revient sur l'étude de cas, donc les résultats nous a permis effectivement d'identifier 4 familles de matières thermoplastiques. Donc effectivement sur des matières type polyester ou alliage polyester, associé avec un polycarbonate, des polyamides qui étaient aussi recensés dans l'outil CES, donc des PA6 et des PA6 chargés film de verre, des polyphénylènes type PPE-PS, et puis des polystyrènes syndiotactiques, SPS. Donc suite effectivement aussi à une comparaison au niveau des coûts, au niveau des taux d'humidité. Bon, les polyamides ont été écartés effectivement par rapport à la reprise d'humidité.
Les SPS ont été écartés et les PPS ont été écartés par rapport au prix et au prix matière, qui reste effectivement important par rapport au polycarbonate initial. Donc les essais menés par l'industriel a été de sélectionner notamment 2 familles de matières, donc les polyesters PBT, chargés fibres de verre, et des PPEPS, type Noril ou d'autres solutions de chez Mitsubishi. Donc les essais sont en cours, donc ce qui lui a permis effectivement les gains potentiels pour la société, effectivement des coûts inférieurs, des coûts matières inférieurs. Le polycarbonate n'étant pas réputé notamment chargé pour sa qualité de transformation au niveau de la dissolubilité, donc le fait de se tourner effectivement sur des matériaux de type semi-cristallin comme le PBT vont être effectivement plus abordables au niveau de transformation, au niveau de la dissolubilité, ce qui peut effectivement influer sur les temps de cycle. Et réduire ainsi les coûts de production. Donc il y a une réduction, il y a aussi une vision globale du projet, c'est pas seulement effectivement réfléchir sur la partie prix moyen du matériau, c'est aussi le prix global au niveau du matériau, mais aussi au niveau du temps de cycle, au niveau des coûts de production que cela peut induire. Pour terminer effectivement sur cette cas d'étude, alors ce que la Mataotech a pu apporter spécifiquement à cet adhérent, donc c'est effectivement un gain de temps dans sa recherche de fournisseurs, dans sa recherche de grades alternatifs. Aussi notre support par rapport à l'accès aux bases de données de nos échantillons. Donc ainsi de pouvoir, ce qu'on peut voir effectivement sur le bas de page, de pouvoir avoir aussi des échantillons en corrélation avec les grades identifiés. Donc par exemple, on a en stock nous des matières type PBT 30% fibre de verre que l'on a moulé nous en interne, qui nous permet aussi d'avoir une traçabilité au niveau des fiches techniques, mais aussi au niveau des fiches de réglage. Donc on a aussi, ça nous permet de développer notre expertise sur la transformation sur ce grade. L'avantage aussi effectivement d'Amatotex, c'est de pouvoir aussi utiliser des outils, des équipements internes du CFP. Donc c'est effectivement si un industriel ne souhaite pas mobiliser ses lignes de production et souhaite tester sur nos presses à injecter ces différentes matières pour un peu évaluer effectivement le niveau de transformation, les paramètres, les températures, les pressions de maintien, etc. Donc l'intérêt de la Mataotech, c'est de pouvoir utiliser nos outils de production et puis de s'appuyer de notre réseau effectivement d'experts en interne qui sont effectivement des spécialistes en injection et qui peuvent aider sur la transformation de grades de grades spécifiques. Voilà, mais écoutez, pour ma part, j'ai terminé effectivement la présentation et le cas d'étude. Je repasse la main effectivement à Victor et je suis à votre disposition pour toute question que vous poserez sur le cas d'étude ou sur la Mataotech. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour cette présentation et ce cas d'étude. Alors je vois qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. On va donc certainement passer à la série de questions-réponses. Alors ma collègue Anne-Laure à Cambridge a pu rassembler les différentes questions que vous avez pu nous poser. N'hésitez pas à lui en soumettre d'autres pendant cette série. Je ne sais pas exactement quel est le nombre de questions. On essaiera de répondre à un maximum de celles-ci. Si jamais on n'a pas le temps, bien sûr qu'on fera un suivi avec vous a posteriori. Et puis voici également nos coordonnées, donc celles de Sébastien Moussa et les miennes, Victor Arnoux, si vous souhaitez nous contacter à la suite de cette présentation. Alors, Anne-Laure, je ne sais pas si tu peux du coup nous soumettre les questions que tu as pu recenser. Oui, alors je vais commencer. J'ai une question sur le temps qu'a pris le projet, donc je pense que c'est surtout pour Sébastien, pour avoir une idée de combien de temps a pris le projet et est-ce que vous pouvez réagir dans l'urgence si justement j'ai un problème d'approvisionnement. Alors, sur le projet en question, effectivement, on va être sur un délai. Alors, tout dépend aussi. Il y a ces différentes phases qui vont prendre du temps. Donc, il y a la sollicitation, il y a la réalisation du cahier des charges, et puis ensuite, il y a l'étude sur CES, et puis la dernière phase, la recherche de fournisseurs. Donc ça, en globalité, c'est de l'ordre de 4 à 5 semaines, sachant qu'effectivement le temps qui va être entre guillemets le plus long, c'est de faire la corrélation entre les outils, les résultats de CES et puis les contacts fournisseurs. Donc d'avoir le retour des fournisseurs qui peut être plus ou moins long en fonction du temps de réactivité des fournisseurs par rapport aux besoins. Et puis après, nous, notre niveau de réactivité peut être assez rapide. C'est vrai, comme disait Victor, on peut avoir des adhérents qui peuvent avoir des problématiques de rupture. Par exemple, effectivement, un grade de tel fournisseur est en rupture de stock.
Nous, effectivement, la force de notre réseau, c'est de pouvoir être réactif en quelques heures, en quelques jours, de pouvoir proposer une matière alternative à un adhérent qui va être en rupture et qui souhaite se réapprovisionner assez rapidement auprès d'un distributeur ou auprès d'un fournisseur. Merci, je pense que ça répond bien à la question. J'ai une autre question, je pense, pour Sébastien. Qui était sur les questions d'apparence. Il y a quelqu'un qui était intéressé par les propriétés esthétiques des matières et qui demandait comment est-ce que vous pourriez aider, vous, pour justement vous donner une idée aux gens des différents finis au niveau du plastique choisi. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on peut effectivement accompagner cet industriel de plusieurs manières. Donc, je l'invite à me reprendre contact, par exemple, déjà pour visiter la Mathéothèque, voir effectivement les échantillons et voir le cahier des charges et son besoin par rapport à ces critères esthétiques. On aborde effectivement tous les aspects, l'aspect matière, donc les matières qui vont être plus aptes pour les applications esthétiques, les seconds process ou les traitements de surface qui vont permettre d'améliorer l'esthétique. Et puis également, la Mathéothèque, on est aussi intégré à des programmes de recherche. Et notamment, là, on travaille sur un projet sur la caractérisation sensorielle des matières plastiques, donc sur le toucher, sur l'aspect esthétique, le rendu et le toucher des matières. On travaille avec l'école centrale de Lyon, qui est un laboratoire de tribologie, donc de la science du toucher. Et donc, avec eux, on travaille notamment sur la mise en place d'un outil qui permet de caractériser le toucher, les propriétés esthétiques des matériaux. Donc, c'est effectivement un sujet sur lequel on travaille effectivement soit dans le cadre de programmes, aussi via le réseau des partenaires Mathéothèque, soit partie matière. On travaille aussi avec Rocktool qui est spécialisé dans tout ce qui est technologie chaud-froid, notamment pour améliorer l'esthétique. Et on a fait des essais, par exemple, sur différents matériaux, des polypropylènes, des matières techniques type PA, PP, etc. Aussi des matières haute performance type PPS, PPA. On a regardé l'influence du procédé Rocktool sur le rendu esthétique, sur le niveau de brillance notamment. Donc on a pu voir sur certaines matières l'amélioration significative de la brillance grâce au procédé Rocktool. Donc c'est effectivement un sujet que l'on aborde sous différents axes. Donc voilà, je reste à votre disposition pour plus de détails après la conférence. Alors j'ai une autre question sur le... Oups. Il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi, j'étais en mute. Alors, il y a une question, je pense, qui est plus peut-être sur Victor, pour savoir comment... En fait, j'ai beaucoup de questions maintenant. Comment faire pour étudier la possibilité d'un passage d'une pièce métallique à des pièces polymères, étant donné qu'il va falloir considérer non seulement une question de matière, mais également une question de procédé. Et est-ce qu'on peut évaluer un gain de coût d'une solution à l'autre? Effectivement, ce sont des thématiques qui peuvent être traitées sur CES Selector. On l'a vu tout à l'heure, Material Universe est une base qui vraiment ne se centralise pas uniquement sur les polymères, mais va recenser à la fois les différentes familles de matières. Donc on va y avoir effectivement, on a des plastiques, des polymères, mais on a également des matières métalliques, des matières composites, et c'est là que vous allez être en mesure d'utiliser vraiment la puissance de cette base pour comparer peut-être un métal avec un polymère et puis voir lequel est le plus judicieux. On a des exemples, il y a un cas d'étude notamment qui a été réalisé par la société Tecumseh sur du remplacement de pièces métalliques par des polymères et les avantages que ça présente. Après, c'est vrai que là, comme je vous l'expliquais en début de présentation, Granta, nous, on fait beaucoup de travaux collaboratifs, donc on a pu mettre en place un module complémentaire dans CES Selector qui s'appelle le Part Cost Estimator, qui permet non seulement de prendre en compte le coût matière, mais également le coût process qui est lié là-dessus. On va pouvoir comparer par exemple un métal qu'on va mettre en forme de telle ou telle façon avec par exemple un polymère qu'on va mouler par injection et avoir vraiment une idée du prix global de la pièce. Donc pas seulement le coût matière, mais vraiment le coût matière plus procédé de mise en forme. Donc là vraiment on cherche à avoir une vue globale et
et ça dès les premières étapes de conception. Là-dessus, la solution serait effectivement dans un premier temps de s'orienter sur Material Universe qui permet de faire ces comparaisons entre les différentes familles de matières. Éventuellement, s'il y a besoin d'aller plus en profondeur, d'utiliser le part cost estimator pour faire les estimations de coûts-pièces. Et à partir du moment où on a pu identifier un grade, que ce soit métal, que ce soit polymère, utiliser les bases spécialisées. Donc sur les polymères, on trouvera effectivement, comme on a pu voir aujourd'hui, Campus, Prospector. Sur les bases métalliques, on pourra penser par exemple à Stahllat qui va lister beaucoup de fournisseurs en fonction des formes de matériaux qu'on souhaite obtenir. Merci. Alors j'ai d'autres questions. Est-ce que des matières techniques du type PPA sont disponibles dans la base ? On va peut-être regarder un peu plus en détail. De toute façon, l'idée c'est vraiment dans CES Selector et les différentes bases de données qu'on propose d'aller de toute façon avoir une mise à jour des données qui est faite de façon annuelle. On continue vraiment à développer la base de données pour intégrer les matériaux émergents. Mais de mémoire, je pense qu'effectivement les PPA, vous voyez comment, si on fait une petite recherche rapidement, sont présents, que ce soit dans le prospecteur plastique, on va retrouver pas mal de références, Campus également, et puis Material Universe aussi. Donc, effectivement, c'est des matériaux qui sont couverts. De façon globale, on essaie vraiment d'avoir une couverture assez large, que ce soit dans Material Universe ou dans les bases de référence. Alors, j'ai encore deux questions, mais comme il est 10h30, je ne sais pas si si vous voulez continuer de les prendre ou si... S'il y a deux questions encore, peut-être qu'on peut les prendre. Ouais, alors une question sur comment pouvons-nous prendre en compte le retrait matière dans la sélection de produits équivalents, par exemple entre un PBT et un PP, avec chargé fibre de verre. Je ne sais pas si Sébastien veut prendre cette question, s'il a la visibilité là-dessus. Je sais qu'effectivement, alors encore une fois, moi de mon côté, je suis malheureusement pas un expert matériaux. Je sais tout simplement que effectivement, dans la base Material Universe, c'est une des propriétés qu'on peut utiliser pour la sélection de matières quand on va se situer dans le sous-ensemble sur les plastiques, par exemple ici. Il me semble que dans tout ce qui va être propriété de processabilité, on va pouvoir effectivement travailler ce retrait-là et puis Victor, on entend très mal là. Pardon. Donc je disais, ouais, effectivement, on peut utiliser cette propriété ici dans Material Universe pour filtrer les matériaux. Je ne sais pas si Sébastien de son côté, alors moi j'ai pas forcément plus de visibilité que ça. Je ne sais pas si Sébastien a des... De mon côté, effectivement, c'est un critère sur lequel on a déjà travaillé dans le cadre de cas d'études. L'outil CES permet également, par exemple, dans l'outil effectivement de substitution, c'est un critère que l'on peut intégrer, identifier effectivement des grades qui ont un taux de retrait proche, le plus proche possible, puisqu'effectivement une des contraintes que peut avoir un réel, c'est de ne pas devoir changer d'outillage ou ne pas faire de grosses modifications au niveau du moule et ainsi conserver effectivement une matière qui se rapproche le plus possible au niveau retrait. Donc c'est un critère qui est intégrable à CES et qui effectivement soit dans le cadre de Material Universe, soit dans l'outil aussi effectivement de recherche de substitution avec Prospector, ou aussi un critère que l'on peut comparer avec des analyses graphiques comme j'ai pu le présenter ou comme Victor l'a présenté. Et dernière question, quel type de données environnementales sont disponibles dans le choix de matériaux et est-ce que je peux prendre en compte les SVHC ? Est-ce que tu peux répéter la fin de la question, Anne ? On n'a pas bien... Est-ce qu'on peut prendre en compte la présence de SVHC ? D'accord. De substances restreintes. Tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, donc dans Material Universe, je pense que c'est la base la plus complète en termes d'informations environnementales. On recense effectivement beaucoup d'informations en termes de consommation énergétique et émissions de carbone, notamment sur les différentes phases de vie, que ce soit la production, la processabilité, le recyclage, la fin de vie, etc. Ces informations-là, généralement, sont issues Material Universe. Il s'agit vraiment d'une base qui est
principalement, on va référencer différentes informations issues de croisements de données. Donc ici sur des PPR, on a plusieurs références et nos données environnementales s'appuient principalement et majoritairement, mais pas uniquement, sur les bases Eco-Event. On peut retrouver également directement ici. Donc voilà une première chose. Après, sur tout ce qui va être substances restreintes, c'est des problématiques que Grand A peut traiter, mais qui ne sont pas incorporées dans CES Selector. C'est vraiment plus des données qu'on va retrouver dans l'autre outil qu'on a pu mentionner en début de présentation, Grand AMI, qui permet à la fois de s'appuyer sur effectivement les substances liées aux matériaux, substances qui peuvent être soumises à des législations, et de produire des matériaux en s'appuyant non seulement sur les bases de référence de Grand A, mais aussi vos données propres à vous. Et c'est pour ça que on va plus aller sur le système Grand AMI qui vous permet à la fois de traiter les données de référence, mais vos données à vous, et de produire éventuellement à partir de nomenclatures dans des systèmes CAD ou des PLM, de pouvoir mettre en place des rapports qui permettent justement d'identifier les risques liés à certaines législations. Donc ce sera plus un cas d'étude à traiter avec d'autres logiciels de Grand A. Donc encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, si vous voulez des précisions, que ce soit sur cette partie-là, n'hésitez pas à me contacter, ou sur par exemple les temps de projet de réaction de Matériotech ou la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter, n'hésitez pas à contacter Monsieur Moussard sur ce point-là. Bon, sinon, toutes les autres questions sont sur comment accéder à des versions de démonstration ou quel est le prix du logiciel. Donc ça, je pense qu'on y répondra en dehors de cette réunion. J'ai pas d'autres questions qui sont techniques. Parfait. De toute façon, on se permettra de transmettre un email de suivi avec... transmettre au moins les slides et puis on a essayé d'enregistrer la présentation. Donc si l'enregistrement a bien fonctionné, on vous le transmettra aussi. Ça vous permettra de retrouver encore une fois nos contacts et de pouvoir effectivement se rapprocher, que ce soit de Monsieur Moussard ou de moi-même, pour toute question complémentaire en dehors de ces parties techniques. Bon, je vous remercie bien et la présentation est terminée. Merci de votre participation et bravo à Victor et Sébastien. Merci à vous. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.